Bienvenue sur la chaîne Éducation Petite Enfance. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour tourner cette nouvelle vidéo sur le thème du troisième attachement insécure, l'attachement désorganisé, désorienté. Avant de poursuivre, je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes qui me contactent par message privé suite à la vidéo sur le lien d'attachement insécure, qui d'ailleurs, à ma grande surprise, parce que pour moi c'était l'une des vidéos vraiment la moins réussie, et à ma grande surprise donc c'est celle qui enregistre le plus de vues, et à ce jour elle est à plus de 700 vues, et ça montre justement aussi au travers des messages que j'ai, des personnes qui me contactent pour de l'accompagnement, notamment des personnes qui sont dans leur cursus de formation, en troisième année de formation d'éducateurs de jeunes enfants, pour les accompagner dans la rédaction de leur mémoire de fin d'études. Il y a également des personnes qui me contactent parce qu'ils sont soit dans des structures d'accueil de type l'aide sociale à l'enfance, pour des stages de terrain. Et vraiment je vous remercie pour ce grand intérêt. J'ai aussi des personnes d'ailleurs qui m'appellent, j'en ai eu une stagiaire ici en formation donc de psychomotricienne qui venait donc de l'université de Beyrouth. Donc j'ai des appels, des prises de contact de France, du Canada. Et donc voilà, vous êtes les bienvenus. Notre structure se trouve bel et bien au Congo, à Pointe-Noire. Et nous pouvons évidemment, selon les modalités, on peut tout à fait organiser donc des stages sur place au sein de notre structure, ou alors tout autre aussi type d'accompagnement. Donc sur ce, nous allons rentrer dans le vif du sujet. L'attachement insécure, désorganisé, désorienté. Je rappelle que la notion de l'attachement, c'est la capacité donc pour l'enfant de rentrer en relation avec son entourage, qui prend soin de lui de manière privilégiée pour assurer sa survie. Dans le contexte donc de ce troisième type d'attachement, il est assez particulier. Il concerne environ 15% de la population enfantine. En sachant que c'est des chiffres qui sont donnés plus dans le monde occidental, mais on peut transposer dans d'autres zones du monde, bien entendu avec des variantes selon les cultures et autres. Mais on peut retenir ces chiffres-là, environ 15% d'enfants donc sont concernés par, ou en tout cas développent un attachement désorganisé, désorienté. Alors de quoi s'agit-il? Il faut savoir que des parents qui ont eux-mêmes développé un attachement désorganisé, désorienté, eh bien vont tisser à leur tour en tout cas un type d'attachement avec l'enfant de type désorganisé, désorienté. Donc, l'attachement insécure, désorganisé, désorienté concerne environ 15% d'enfants. En sachant que ces statistiques sont plutôt des statistiques réalisées en Occident, mais on peut transposer avec d'autres parties du monde en considérant bien entendu les variantes de culture et autres. Mais partant sur cette base-là où en effet c'est peu d'enfants, très peu d'enfants en fait, sont concernés par ce type d'attachement, développent ce type d'attachement. Donc ce type d'attachement a une particularité, c'est que l'enfant arrive dans un environnement qui est marqué par beaucoup d'adversité, des situations de vie très difficiles, qui se caractérisent donc par de grands manques au niveau de l'enfant. Les parents qui prennent soin de l'enfant sont dans un contexte où ils connaissent d'énormes difficultés aussi. Ça peut être des difficultés économiques, conjugales,
Et aussi, parfois, ça peut être au contexte de décès. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, des situations vraiment difficiles qui vont se présenter à l'enfant et auxquelles l'enfant va se confronter. Donc, il va être confronté à des manques, à de grands manques, notamment de manque de sécurité, sécurité physique, sécurité psychique, sécurité affective, émotionnelle. Il y a également aussi un manque de confort, un manque de confort dû peut-être aussi à de la grande précarité. Il peut y avoir également de la négligence émotionnelle de la part des figures d'attachement qui prennent soin de l'enfant en instaurant une certaine distance affective. Et il peut y avoir aussi de la dévalorisation. Il y a également aussi de la violence, il peut y avoir de la violence soit physique, psychologique ou les deux, et également des cas de maltraitance. Dans ces circonstances-là, les comportements des parents vis-à-vis de l'enfant vont être imprévisibles. Il y a une certaine instabilité dans la manière de répondre aux besoins de l'enfant. Et il y a également, les parents sont coupés de leurs émotions. Donc, il y a une absence émotionnelle. Et de ce fait, les parents manifestent moins d'attention, en tout cas, ou ne prennent pas en compte les émotions de l'enfant. Ce qui a pour conséquence, eh bien, l'enfant, à son tour, va développer une grande insécurité intérieure. Et du fait de cette grande adversité, eh bien, ce terrain, donc ces circonstances difficiles vont impacter le développement, en tout cas les fondations qui vont permettre la construction psychique de l'enfant. Ce contexte de difficulté dans lequel l'enfant évolue va développer chez l'enfant le sentiment d'une grande mésestime de soi, de lui-même. Il aura donc une faible estime de lui-même. Et du fait de cette grande insécurité intérieure qui a impacté le fondement, en tout cas la construction de la base de sa personnalité et de son fonctionnement psychique, eh bien, l'enfant va adopter deux types de fonctionnement. Il n'aura pas clairement organisé son appareil psychique. Il ne l'aura pas clairement structuré comme peut l'être l'attachement insécure anxieux ou l'attachement insécure évitant. Donc l'enfant n'a pas justement eu la capacité de pouvoir s'identifier à l'un de ces attachements qui, bien qu'ils soient insécures, mais ils ont leur particularité qui les définit. Et donc, dans ce troisième cas-ci, celui que nous abordons là, du fonctionnement désorganisé, ben, il est désorganisé justement parce qu'il n'a pas pu s'organiser. Et l'enfant donc connaît une grande instabilité intérieure. Donc, il est dans une ambivalence. Tantôt, il adopte un fonctionnement anxieux, tantôt, il adopte un fonctionnement évitant. L'alternance de ces deux fonctionnements désoriente l'entourage. Et cela se manifeste concrètement de la manière suivante où on ne sait pas, en fait, l'enfant ne sachant pas à quoi s'attendre, puisque nous l'avons dit, je l'ai dit, que les parents connaissent eux-mêmes une grande instabilité quant à répondre de manière adéquate aux besoins de l'enfant. Donc, l'enfant ne sachant pas à quoi s'attendre, ben lui-même il est instable. Il a une grande peur, une terreur intérieure de rejet et d'abandon. Il a peur d'être abandonné, il a peur d'être rejeté. Et de ce fait, il développe un mode
de hyper-vigilance. Il est sur ses gardes. Il n'a pas confiance. Il a une grande méfiance de son entourage, de tous ceux qui prennent soin de lui. Il a également ses émotions qui sont masquées. C'est-à-dire que, ayant eu en face de lui des parents qui ne montraient pas leurs émotions, qui étaient distants affectivement, eh bien, à son tour, lui, il masque également ses émotions. Et en lui se trouve vraiment à l'intérieur de lui une grande colère et une grande peur, de grandes angoisses qui vont justement et pendant dans son fonctionnement, en fait, il va souvent basculer avec soit des périodes d'accalmie et soit des périodes d'insécurité, de grande angoisse. Et comme il a une mésestime, il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu vraiment la possibilité, de pouvoir construire des fondations comme les fondations d'une maison stable. Eh bien, il est vraiment en mouvance. Et donc, il doute de sa valeur. Il méconnaît d'ailleurs sa valeur aussi. Et d'ailleurs, lui-même ne se connaît pas, puisqu'il est en permanence ballotté il bascule entre un fonctionnement anxieux et un fonctionnement évitant. Donc, lui-même ne se connaît pas, et ce qui crée chez lui cette grande ambivalence et cette grande insécurité qu'il va chercher à calmer par le besoin d'être en relation avec des personnes rassurantes à l'extérieur. Donc, il cherche à se rassurer par des personnes extérieures, mais paradoxalement, ce besoin d'être rassuré, eh bien, quand il est face à cette personne qui peut lui procurer cette sécurité dont il a besoin, eh bien, paradoxalement, il adopte une attitude de rejet, de distant vis-à-vis de cette personne-là, du fait de la méfiance qu'il a de son environnement. Donc, l'enfant étant dans cette ambivalence de rechercher donc le contact avec une personne qui pourrait lui procurer cette sécurité intérieure, et également en adoptant la posture inverse de rejet, de distance, eh bien, ça lui procure en fait une insatisfaction permanente. Rien n'est suffisant pour apaiser ses angoisses. Et d'où d'ailleurs chez l'enfant l'incapacité de comprendre une relation saine. Il ne comprend pas une personne il est à la recherche de la sécurité, d'une certaine sécurité pour le rassurer. Mais en même temps, il ne comprend pas les bonnes intentions qu'aurait une personne qui viendrait vers lui, puisque il a en lui intériorisé ce schéma, ce fonctionnement de parents ou de l'entourage qu'il a eu, qui lui-même était désorganisé. Et cette ambivalence, justement, désoriente son entourage, qui ne comprend pas cette alternance entre le besoin d'être assuré et le besoin d'être maintenu à distance. Et ce même type on peut observer aussi chez l'adulte, qui conserve le type de fonctionnement insécure, désorganisé, la même posture, c'est-à-dire de rechercher la relation et en même temps de repousser la relation. Et chez l'adulte d'ailleurs, l'idée qui est sous-jacente, c'est que la plupart des gens qui rentrent en relation, surtout quand on est en relation proche, provoquent ou en tout cas des relations traumatisantes. Et en souvenir de ce qu'ils avaient déjà vécu, ils se projettent et parfois même ils anticipent le rejet de la personne qui voudrait bien rentrer en relation avec eux. Donc, ils ont peu d'amis d'ailleurs, peu de relations saines. Ils sont donc suspicieux d'être rejetés ou abandonnés, et bien donc ils anticipent
pour rejeter les autres ou rejeter et tenir à bonne distance les autres pour ne pas avoir à souffrir à nouveau de ce dont ils ont souffert plus petits. Et donc, à l'âge adulte aussi, ils vont rechercher la compagnie de personnes qui vont venir conforter les idées qu'ils ont sur eux-mêmes, les idées de mésestime, qu'ils ne méritent pas d'être aimés, qu'ils ne méritent pas d'être dans une relation d'égal à égal. Donc, pour eux, une personne, qu'elle soit proche ou une personne étrangère, ils ont la même méfiance. C'est pas parce qu'on est au contact régulier avec cet enfant ou cet adulte que ça va susciter chez lui de la confiance. Pas du tout. Quand il est dans un élan justement de fonctionnement anxieux, oui, il peut, voilà, dans cette période d'accalmie, de moments de calme, apprécier ce moment-là, mais très vite il bascule dans l'autre fonctionnement évitant. Donc il est toujours sur ses gardes, il est en hypervigilance. Il a donc du mal à faire face à ses propres insécurités, donc d'où cette instabilité, cette imprévisibilité qu'il a connue de ses parents ou de son entourage qui a pris soin de lui tout petit. Pour conclure, je m'appuierai sur une citation du psychiatre suisse Carl Gustav Jung qui dit que l'émotion est la source principale de toute prise de conscience. Évidemment, s'il n'y a pas prise de conscience, il n'y a pas d'évolution possible. Comme nous l'avons dit, il y a 15% d'enfants qui sont, je l'ai dit, pardon, il y a 15% d'enfants qui sont concernés par un attachement désorganisé, désorienté, mais à l'âge adulte, dans la population globale, générale, il n'y a plus que 5% d'adultes concernés par ce type d'attachement. Ce qui veut dire que l'évolution, le développement vers une structuration de l'appareil psychique est tout à fait possible pour peu qu'on ait des personnes, des tuteurs de résilience, pour ne pas citer Boris Cyrulnik, qui aident l'enfant à développer ses capacités de résilience. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant qui a vécu de la souffrance, qui a vécu des adversités, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il intériorise cette souffrance. Pour lui, elle devient la norme. Elle devient la norme et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il n'a pas rencontré des personnes qui lui permettent d'évoluer vers une structure plus stable psychiquement, eh bien, il va reproduire cette même violence. Il va la reproduire soit envers lui-même, soit envers les autres, ou alors envers lui-même et les autres. Je tire ce propos de la psychanalyste Véronique Salmon. Donc, dans cette perspective d'évolution vers une structure psychique plus stable, donc cela se fait grâce justement à la plasticité du cerveau qui va donc évoluer vers un fonctionnement soit anxieux, soit évitant pour l'enfant. Et donc, pour vraiment conclure, eh bien, il est tout à fait possible donc d'acquérir une structure psychique stable et que vraiment de ne pas hésiter à demander de l'aide autour de soi, autour des structures qui peuvent justement aider à la prise en charge des enfants qui présentent soit des troubles de comportement, soit qui manifestent des signes qui sont visibles, notamment dans des structures d'accueil. Ça peut être à la crèche, à l'école maternelle, à l'école, au collège et au lycée, pourquoi pas. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.